hier à l'occasion du Roll Event. Donc le Roll Event, c'est un événement annuel, tourné vers les rôlistes, qui propose donc des tables rondes, des parties en ligne en ce moment sur le Discord et un événement caritatif. Donc c'est l'occasion de faire un don pour des associations qui envoient des bénévoles en hôpital pour les animations. Donc ça, c'est facile, c'est sur, la page internet du Roll Event. Vous avez un gros bouton «Faire un don», donc n'hésitez pas pendant qu'on parle ou après, cette table ronde. Donc aujourd'hui, j'accueille 3 maîtres de jeu qui ont chacun une expérience différente et complémentaire autour du jeu, particulièrement vers les plus jeunes, les tout petits et les adolescents. Et on va commencer par une petite présentation. Donc, Romain? Bonjour, du coup moi c'est Romain, je suis MJ depuis quelques années maintenant et j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de rôle parce que j'avais un projet de littérature à la base que j'ai transformé en jeu de rôle et par la suite j'ai décidé de passer mon BAFA pour faire jouer mon jeu auprès des enfants et je me suis pris de passion pour l'animation et j'ai donc continué dans l'animation depuis. Qui me permet de vivre maintenant. Et de par différentes expériences, j'ai fait jouer mon jeu et d'autres jeux auprès d'enfants depuis maintenant, du coup, 3-4 ans. Donc voilà, pour moi. San? Oui, bonjour tout le monde. Je me prénomme San, j'habite en Suisse. Je suis auteur sur la nouvelle édition de Maléfice. Je suis aussi éditeur de jeux de rôle chez 2D Sans Face, dont je suis l'un des administrateurs de cette maison d'édition helvétique. Je m'occupe notamment de la gamme Itrasby. Je suis aussi MJ sur certains Actual Play au studio 4D2, qui est un studio d'Actual Play basé à Lausanne. J'ai aussi été rédacteur de 2011 à 2016 pour la revue Dissident. Je fais du placement de produits, on dirait, mais celui-là, il est vraiment plus trouvable. C'est un magazine spécialisé traitant de la culture rôliste où justement j'ai écrit quelques articles sur jouer avec les enfants, jouer au milieu scolaire, le jeu de rôle pédagogique et ce genre de choses. Je participais encore à plusieurs journées d'études et de colloques sur le thème du jeu de rôle, avec aussi quelques publications à mon actif. D'ailleurs, l'année prochaine, c'est 50 ans du jeu de rôle avec pas mal de colloques qui vont avoir lieu. Et pour le sujet d'aujourd'hui, donc soit justement faire jouer des enfants, je me suis intéressé en devenant papa. Je pense que c'est un grand classique. Donc, j'ai fait jouer au jeu de rôle lors d'anniversaires, par exemple. J'ai aussi maîtrisé avec des tables composées uniquement d'enfants à la convention de jeux Ludesco. Ludesco, c'est une convention qui a lieu à La Chaux-de-Fonds. C'est une ville ici en Suisse à 1000 mètres d'altitude. Une convention assez grande et ils organisaient justement des jeux de rôle spécialement pour les enfants. Donc, j'en ai aussi beaucoup parlé avec d'autres MJ afin d'avoir des listes de conseils et pouvoir écrire des articles dans Dissident. J'ai aussi fait des communications. Voilà, donc adapter le jeu aux enfants, un sujet que j'ai présenté à de multiples reprises et même lors d'un précédent Roll Event, en fait. Donc, c'est un sujet qui est toujours plaisant, je trouve, à aborder. Xavier? Et moi, alors Xavier, je suis auteur de jeux de rôle, Caravane, le premier, et bientôt également Dultar. Et au niveau du jeu de rôle, je fais du jeu de rôle depuis à peu près 30 ans. Et pareil que San, le fait d'avoir des enfants, ça m'a mis le pied sur jouer avec des enfants. Donc j'ai tout de suite commencé avec eux et leurs amis. Donc j'ai une petite expérience avec les enfants. Voilà. Et j'interviens souvent dans des conventions ou autres pour faire de l'initiation avec des enfants, faire des tables rondes, des choses comme ça. Donc déjà, rien que dans vos présentations, on peut isoler, 2 cas. On a 2 papas qui se sont mis à jouer à la maison et ensuite, il y a vraiment le jeu en convention vers des publics. Donc je pense qu'on pourrait commencer par l'expérience un petit peu à la maison et après l'étendre, vers les spécificités liées aux conventions. On va trouver, des enfants qu'on ne connaît pas. Donc peut-être San ou Xavier, sur, la découverte du jeu de rôle à la maison peut-être? Un côté un peu, très intime? Ouais, je peux commencer. Donc, Vas-y, oui, ouais. moi, j'ai 3 enfants et je les ai tout de suite baignés dans le jeu de rôle. Ils ont dû commencer à 2 ans, 3 ans, le jeu de rôle. Et
et j'ai redécouvert le jeu de rôle avec eux un peu aussi. C'était très frais, en fait. Je pense que dire la première chose, jouer avec des enfants, c'est frais. C'est très, très frais. C'est une spontanéité que les adultes n'ont pas. Donc, c'est très intéressant, en fait. Et vers 2-3 ans, tes premières remarques, puisque tu dis que tu as commencé quand ils étaient très, très jeunes? La première chose que je peux dire sur 2-3 ans, c'est qu'il ne faut pas que ça dure longtemps. Voilà, il ne faut pas que ça dure longtemps parce que les enfants, leur caractéristique, plus ils sont jeunes, c'est qu'ils vivent les choses entièrement. Voilà. Donc à 2-3 ans, il ne faut pas que ça soit trop long. Il faut tout de suite être dans des univers qui leur parlent et il faut les laisser jouer. Voilà, en fait, ils jouent et on propose des choses. Et c'est très, très agréable. Je ne sais pas ce que les autres vous en pensez, mais le côté frais, c'est vraiment ce qui caractérise jouer avec des enfants. Et plus ils sont jeunes, plus c'est frais. Et du coup, San, toi, tu as commencé quand ils avaient quel âge à peu près? Alors, Si j'ai pas jeune? commencé si jeune que Xavier. Je pense qu'ils avaient peut-être déjà 5-6 ans. Mais faire jouer du jeu de rôle à des anniversaires, typiquement, on voit aussi la progression des enfants parce qu'on en retrouve, notamment les siens, à plusieurs stades, n'est-ce pas, à plusieurs âges. Donc voilà, les toutes premières parties, il fallait vraiment voilà, gérer un peu toute cette énergie débordante des enfants, vraiment gérer aussi le fait qu'ils savent à peine compter et lire, hein, et déchiffrent plutôt, donc trouver justement les méthodes pour que ça passe bien, qu'on soit pas justement bloqué par le système ou par les feuilles de personnages. Évidemment, comme tu dis, Xavier aussi, il y a un temps de concentration qui est assez limité, hein, donc on a un budget temps. Mais arriver un peu d'exagérer et puis voilà, il y a certains enfants, surtout très jeunes, ils ont de la peine à rester assis autour de la table. Donc mon salon s'est transformé après la partie en piste de course et mon canapé en trampoline, quoi, pour qu'ils dépensent cette énergie. Peut-être là, si on commence déjà un petit truc, c'est pour pouvoir jouer un petit peu plus longtemps, c'est faire une pause au milieu de la partie. Ça peut être une pause goûter ou la pause déballage de cadeaux ou que sais-je. Et puis, mais là, c'est très cash. C'est-à-dire qu'une fois la pause terminée, s'ils ne reviennent pas à la table, c'est que la partie n'était pas aussi intéressante qu'on pensait, hein. Mais très souvent, ils reviennent, ils vont chercher le MJ, la MJ pour continuer la partie parce que ça les intéresse beaucoup. Romain, toi, en animation, c'était quoi, on va dire, la plus petite classe d'âge que tu as eue? En vrai jeu de rôle, j'ai fait du 17 ans, au plus jeune. Après, j'ai fait des petites animations en temps calme avec des petits groupes. Pour des plus jeunes, j'ai fait du 4-5 ans, je pense, aussi, un peu comme Xavier. Et après, c'était vraiment du jeu de rôle sans règles, un peu improvisé, avec une petite histoire que je racontais, une petite création de personnages voilà, qu'ils étaient très dans l'imaginaire, très imaginés. Et avec des règles très, 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 très simples. Voilà, un dé, et puis c'est tout. Du coup, première question, parce que je suis en train de me dire en vous écoutant, à quelqu'un qui ose pas trop, à partir de quel âge enfin, en gros, à des parents, parce qu'on va dire probablement, cette table ronde est suivie par des parents. À partir de quel âge, c'est pas trop galère, on va dire? Parce que c'est vrai que les tout petits, il y a une gestion du temps pour laquelle, on n'est pas tous préparés. Donc un âge, on va dire, où tout le monde peut se le permettre? Vous auriez une idée là-dessus ou? Bah, pour moi, ce qui dépend, c'est ce qu'on entend par jeu de rôle. Voilà. Si c'est s'asseoir autour d'une table et jouer comme les adultes, je pense à partir de 6-7 ans. Voilà. Avant, moi, quand je disais que j'ai joué avec mes enfants à 2-3 ans, c'est le soir quand tu leur lis une histoire, t'introduis du jeu de rôle en fait. Si tu leur demandes un choix à un moment, tu lis l'histoire et si tu as envie de lire l'histoire en introduisant des choix, ça y est, on commence un simili-jeu de rôle. Moi, ça a commencé vraiment comme ça. Voilà, je leur lisais une histoire le soir et puis au lieu de suivre le livre, on racontait plus une histoire qu'on allait faire évoluer avec la personne. Voilà. Et donc voilà. Et après, on peut introduire. On introduit des règles
moi, j'ai introduit des règles assez rapidement. Hein. À 3 ans, 2 ans, il lançait le dé. Mais parce qu'il me voyait jouer avec des dés. Donc, il y a une mécanique qui rentre parce qu'ils veulent faire pareil. Voilà. Je pense que la question de l'âge est en fait à mettre en relation avec le jeu qu'on veut leur faire. Donc, à mon avis, il y a 3 stades, surtout liés à, bon, bien sûr, à leur maturité, mais aussi à la façon dont ils maîtrisent l'écrit et le calcul. Hein. Donc, il y a les enfants qui ne savent pas lire, et il y a les enfants qui déchiffrent avec difficulté. Hein. Donc, lire est vraiment un effort pour eux. Et il y a les enfants qui lisent à peu près comme les adultes, de façon fluide. Et donc, pour chacune de ces tranches, pour chacune de ces stades de maturité, il y a des jeux qu'il faut adapter. Donc, on peut commencer très jeune, pour autant qu'on ait un jeu adapté à l'âge. Je pense notamment à un Petit détective de monstres qui affirme pouvoir être joué à partir de 3 ans, mais il est aussi fait pour des enfants de cette catégorie d'âge. Il y a d'autres jeux pour les autres tranches, et puis je pense qu'à partir de 8, 9, 10 ans, là, on peut aller dans des jeux assez simples qu'on utilise typiquement pour les initiations. Par exemple, du Chronique oubliée, ça va. Pour 8, 9, 10 ans, ça va déjà bien parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour justement comprendre la feuille de personnage, comprendre ce qui se passe, etc. Tu parles, et c'est vrai qu'il y a ce stade des enfants où tu ne sais pas encore lire et écrire. Du coup, quels sont les supports que vous 3 vous utilisez pour les tout petits qui n'ont pas accès ni à la lecture ni au calcul? Moi, j'utilise du coup pas de réel support pour cet âge-là. Comme je te disais, c'est vraiment un dé, et du coup, je leur faisais comprendre que s'ils arrivent à faire 3 ou plus, ils arrivent à faire l'action. Et c'était vraiment de l'oral et s'adapter du coup à chaque situation et leur faire comprendre que ouais, voilà, là c'est un peu plus dur, donc voilà. Et pas de support particulier pour cette tranche d'âge-là, pour moi. Sinon, c'est les jeux spécialisés pour ces tranches d'âge sont aussi des feuilles de perso ultra simplifiées. Donc, c'est A5, voire encore plus petit. Et puis, il y a des symboles. Donc, il y a un dé avec le nombre de points sur le D6, hein, typiquement. Puis, il y a un symbole. Il y a une épée. Le personnage a une épée. Il y a un petit cœur avec des cases. Puis, ça, c'est les points de vie. Et puis, il y a évidemment un dessin. Et puis, surtout le nom du personnage qui est important. Donc, ça va jusqu'à une certaine limite de ce qu'on peut faire. Hein. D'écrire des sorts sur une feuille de personnage, c'est tout de suite de l'écrit. Ça, c'est tout de suite difficile, quoi. Mais oui, donc là, je décris un peu la feuille de personnage de Hero Kids, qui est un jeu qui s'adresse notamment aux 5 ans et plus. Je pense que la feuille de personnage de Petit détective de monstres est encore plus simplifiée. Ouais, moi, je dirais qu'on peut partir un peu sur n'importe quel jeu. Avec de la sécurité sur les types de jeux, bien sûr, mais c'est surtout simplifier les choses, en fait. Simplifier, comme tu disais ça, moi j'ai tout de suite amené, en fait, j'avais une espèce de feuille générique pour tous les jeux, je changeais juste le logo. Et c'était pas basé sur des dés de 6, voilà, et dès qu'il dépassait 3 ou plus, c'est bon, il réussissait, ou 4 ou plus, en fonction de la difficulté ou pas. Et c'est plus visuel que de la lecture. Ouais. Voilà. Et quand on va monter en âge, cette feuille elle va devenir de plus en plus proche de ce que les adultes vont jouer. Xavier, tu dis que tous les univers se prêteraient. San, tu as cité plusieurs jeux. Est-ce qu'il y a quand même des univers qui sont plus faciles et des univers qu'il faut éviter, on va dire par leur complexité ou leur thématique? Enfin, est-ce que vous auriez des grands groupes d'univers? Disons, il faut en effet un jeu, un univers qui leur parle. Hein. Donc, ils n'ont pas la même culture que nous, les adultes. Hein. Donc, si leur faire jouer dans du Star Wars alors qu'ils ont fait même pas l'âge de regarder le premier film Star Wars, c'est pas quelque chose qui va leur parler. Aussi, ils ont une créativité débridée, donc ils peuvent vraiment aller dans tous les sens. Hein. Du médiéval fantastique avec des soucoupes et des motos, pour eux, ça va leur convenir. Hein.
Donc, il faut choisir le bon univers. Moi, je dirais, bon, le Medfan de base, ça peut passer. Les aventures de super-héros, ça peut passer aussi. Sinon, ben, il faut se baser sur ce qu'ils lisent, s'ils lisent, sur ce qu'ils ont vu, les dessins animés qu'ils regardent. Et donc, si on a un meneur de jeu qui sait bien improviser, se baser là-dessus, ça peut aussi être une façon d'y aller comme ça. Ouais, je suis un peu d'accord. Pour moi, tous Ouais. les univers fonctionnent, en fait. Il faut que ça leur parle ou qu'ils aient l'envie de comprendre un peu l'univers. Voilà. Donc c'est pas mal, si on connaît le groupe un peu en amont, de savoir leur dessin animé préféré, ce genre de choses. Ça peut être Oh, ça, il c'est n'y a pas pas mal, besoin de quoi. descendre dans le détail comme ça, en fait. C'est dans le type d'univers. Voilà. Clairement, leur dire s'ils veulent plutôt du médiéval il faut des références. Voilà. Moi, j'ai toujours Ouais. la même un peu anecdote. Vraiment, le premier jeu que mes enfants ont tous fait, c'est les Schtroumpfs. Voilà. Donc, ils ont vraiment commencé par ça, autour d'une table avec une simili de feuilles de personnages. Et j'ai repris une BD des Schtroumpfs. Et j'ai fait le scénario que les Schtroumpfs vivaient. Voilà. Et à la fin de la partie, ma fille, qui devait avoir 5 ans, en fait, ça l'intéressait pas. Elle voulait des monstres. Elle voulait des monstres, elle voulait des dragons, elle voulait des zombies, voilà. Et très vite, elle est partie dans ça. Mais alors là, on reviendra à un moment, je pense que c'est important tout ce qui est sécurité avec les enfants, parce qu'il faut, il y a une différence entre adultes et enfants au niveau de la sécurité émotionnelle, les règles, tout ça. Ils ont un univers très large en fait, ils baignent dans tout en fait. Et donc ma fille, elle avait envie de jouer avec des zombies, voilà. Mais sa représentation des zombies, voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas voilà, les zombies de voilà. Walking Dead, quoi. Exactement. Ouais. Pour moi, les enfants peuvent jouer à tous les univers. Alors, il y a bien sûr des univers un peu tordus, donc on va éviter d'en faire des psychopathes, mais c'est dans leur représentation. C'est tout. Voilà. C'est la seule limite, en fait, des univers. Ils ont une représentation des univers, ils ont une représentation de la bagarre, des morts, en fonction de l'âge, qui est différente. Et c'est ça qu'il faut bien doser. Voilà. Ma fille, même mes enfants, même en convention, voilà, ils tapent vite les enfants en fait. Ils ont vite le coup d'épée facile, le coup de pistolet facile, la grenade facile s'ils ont le vocabulaire ou s'ils ont les références. Mais ils La ont boule de une feu facile. représentation des dégâts d'une grenade dans une foule. Voilà, c'est leur représentation. Donc c'est ça qu'il faut vraiment faire attention. Et après, les univers, c'est ouvert à leur connaissance, comme tu dis. Hein, voilà, ils ont des connaissances, ils vont les mélanger, puis ça fait leur univers. On reviendra à la sécurité tout à l'heure parce que c'est vraiment un point important, hein, puisqu'on joue avec, des enfants. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu donc, quand vous êtes retrouvés en convention face à des enfants que vous connaissez pas. Parce que, par exemple, les enfants familiers dans le groupe d'anniversaire et tout ça, c'est quand même, on va dire des petits monstres qu'on a habitués. Donc quand on se retrouve face à des inconnus qui sont en même temps des enfants en convention, en animation scolaire et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les points les plus, Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois du coup d'avoir des enfants en convention. Et c'est vrai que surtout quand c'est un groupe mélangé adulte-enfant, vraiment arriver à faire un juste milieu entre intéresser l'adulte et intéresser l'enfant, c'est assez pas les mêmes intentions, les mêmes envies de s'amuser, les mêmes voilà, les mêmes passions dans le jeu de rôle. Et du coup, c'est vrai que c'est assez. Faut arriver à jouer avec cet équilibre entre les deux. Et je trouve vraiment que enfants ou adolescents, parce que du coup, en convention, moi, j'ai plus eu des adolescents que des enfants en convention. Et les adolescents, du coup, ils vont vite soit être très timides, soit être très explosifs et partir très, 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 très loin, très rapidement, et arriver à les canaliser pour revenir à du réel, à quelque chose qu'on peut. Enfin, du réel, du faisable, on va dire. C'est assez. Il faut vraiment jouer sur le niveau de ce qu'on permet et de ce qu'on ne permet pas de faire. est-ce qu'il y a des trucs pour canaliser? Enfin, est-ce qu'il y a des petits tips, Faire comprendre qu'il y a des choses qui sont pas, soit pas comment dire, pas
pas cool, pas acceptable, comme aller taper quelqu'un pour rien alors qu'il est juste en train de leur parler. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois hein, que j'ai un PNJ qui est en train de parler à mes joueurs et oh, j'ai envie de le taper. Ben vas-y, mais tu vas assumer les conséquences. Et non, j'ai pas de trucs spéciaux, c'est juste que voilà, faire comprendre que les actes ont des conséquences. Et je pense que c'est un bon moyen aussi d'apprendre ça pour la vie de tous les jours aux enfants. C'est que ouais, là, on peut se permettre de faire des trucs complètement fous et on va se rendre compte qu'il y a des conséquences et du coup, bah, ça a aussi un impact sur la vie de tous les jours, je pense. Donc, c'est intéressant. Quand l'un des enfants veut faire quelque chose de complètement amoral, comme tuer le PNJ qui vient juste leur parler, ou aller tout seul au combat face au boss de fin, alors que les autres se sont réfugiés ou comme ça. Alors, comme tu dis, Romain, il faut quand même un peu intervenir. Et puis, mais moi, je pense que l'interdiction, c'est pas vraiment le jeu de rôle. On n'est pas là pour interdire, quoi. Donc, et puis ça, on retombe un peu dans le travers du fais pas ci, fais pas ça de l'autorité, qu'elle soit parentale ou autre. Donc moi, ce que je fais, c'est justement, j'en parle avec l'enfant. Ah, tu veux faire ça? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Est-ce que c'est vraiment le meilleur choix? Qu'est-ce qu'ils en pensent les autres autour de la table? Toujours donner la possibilité à l'enfant de changer d'avis, puisqu'on veut qu'il change d'avis, justement. Et justement, le faire réfléchir sur les conséquences, comme tu dis, Romain, ça c'est un bon truc, justement, pour que l'aventure reprenne un cours plus gérable, on va dire ça comme ça, sans grande déception, parce que justement, l'enfant qui se lance tout seul contre le boss de fin, alors que les autres vont aller se protéger au château, par exemple, bah ça c'est, voilà, comment est-ce qu'on va gérer ça par la suite? Ça risque d'être difficile. On ne veut pas non plus décevoir l'enfant en tuant son personnage, quoi. Moi, je suis un peu Voilà, d'accord sur tout ça. faire réfléchir aux conséquences et laisser l'enfant changer d'avis, quoi. Ouais, ce que je rajouterais, c'est que surtout sur des enfants ou dans des lieux comme des conventions, des choses comme ça, et plus ils sont nombreux, en plus il faudra jouer là-dessus, c'est de bien mettre le contrat social au début, en fait. Et bien expliquer. Moi, je sais que quand je joue avec des enfants jeunes, je leur explique vraiment le contrat de la table. Voilà, que on est là pour s'amuser, ça va durer tant de temps, que tout le monde aura sa place pour parler, que ça reste un jeu de rôle, donc on peut faire tout ce qu'on veut, mais qu'il y a l'univers qui est là, qui va réagir, et de jouer les conséquences de ce qu'ils font en leur expliquant ce qui va se passer s'ils font ça, tout ça. Et Vas-y, pardon. ouais, et de faire attention à la table, en fait. Il faut vraiment faire attention à la table, à ceux qui seront discrets, de ceux qui seront tout le temps devant, tout le temps à sauter partout, et qui prennent la parole, en fait. Voilà. On a pas mal de commentaires dans le chat. Je viens de regarder aussi. Ouais, plus que ce que j'imaginais. Donc, du coup, j'essaie en même temps de vous écouter et de regarder. Et du coup, moi, j'avais une question qui va compléter une question que je vois dans le chat. Donc, moi, je me demandais, quand Romain a parlé et a dit finalement, quand tu as des adultes et des enfants en face de toi, ça peut être, tu vois, il faut trouver un équilibre pour l'histoire. Et Xavier, tu dis si intimide, pas timide. Et dans le chat, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que ce serait pas plutôt une bonne solution de commencer avec l'enfant, enfin, en fait, de jouer en solo avec un enfant peut-être. On va dire, bon, bien sûr pas en convention, hein, quand tu es face à un groupe, tu vas pas dire: «Bon, toi tu joues pas», mais peut-être, pour d'autres cadres, faire plutôt du solo avec l'enfant, peut-être pour démarrer au moins le jeu de rôle? Bah, c'est un jeu sociable, hein, donc on doit Ouais, sociable, donc il manque une composante quand même. Quand je disais que j'ai Ouais. commencé avec ma fille et mes enfants à 3 ans, à 2 ans, oui, c'était du solo pendant l'histoire, le soir. Mais rapidement, pour commencer, il faut se retrouver autour d'une table ou quelque chose comme ça, avec d'autres. Et voir que bah, on a une équipe, on fait des choses ensemble, on n'est pas d'accord, on affronte les adversaires ensemble. Voilà. Ouais, et c'est aussi intéressant de voir à quel point les camarades, les copains qui sont en train d'être pris par un jeu peuvent faire prendre des enfants qui n'étaient pas forcément intéressés à la base. Et du coup, ça crée une synergie et une envie de jouer que quelqu'un qui n'était pas spécialement intéressé va dire oh, bah, mon pote, il s'amuse, il s'éclate, bah, je vais m'y intéresser et je vais m'éclater aussi. Donc oui, c'est vrai que le solo peut avoir des intérêts, je pense, si on a quelqu'un
qui a déjà envie et vraiment de lui faire montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais je pense que pour les initiés qui n'y connaissent rien du tout, de voir et d'être rassuré, c'est même pour un adulte, c'est pareil, quand on n'y connaît rien du tout au jeu de rôle, avoir un cercle autour de soi qui s'y connaît et qui a déjà fait, ça aide un petit peu à rentrer dedans par l'effet de groupe. Oui, tu as raison, même pour un adulte. Pardon, vas-y. Donc, Romain, toi, tu mélanges les âges, si j'ai bien compris, tu mélanges même... En convention, oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Après, personnellement, je préfère éviter. En convention, c'est dur, les âges en fait, les âges différents, pour moi, c'est pas un problème si c'est les personnes de la même famille. Voilà, ça m'arrive souvent de jouer avec les parents, les grands-parents et les enfants ou les petits-enfants en convention. Et c'est très désagréable parce que c'est agréable, il n'y a pas de souci. Il y a déjà un code social entre eux. Voilà. Ce qui peut être compliqué, c'est des gens qui ne se connaissent pas. Voilà. On se retrouve à la table avec une personne de 8 ans et puis un vieux briscard qui a 50 ans de jeu de rôle derrière. Voilà. Là, on va avoir un déséquilibre d'attente, on va avoir un déséquilibre social de connaissances. Voilà. Là, c'est pas, moi, en tout cas, pour moi, c'est là. Ça peut être compliqué. Mais s'il y a déjà un contrat social de lien entre eux, ça passe souvent facilement. Donc, à l'UDESCO, donc la convention de jeu de la Chaux-de-Fonds en Suisse, en fait, on était deux MJ et mon camarade, MJ, il prenait en fait les plus jeunes, il prenait les 5, 6, 7 ans. Moi, je prenais plutôt les 8, 9, 10 ans. Donc, ça permettait justement d'avoir des groupes homogènes. Enfin, il y a évidemment toujours des exceptions, mais homogènes en maturité, en attente, et puis ça permet de simplifier la façon de gérer. Mais c'est vrai qu'on s'attend, enfin, on ne sait pas qui va venir. Des fois, c'est toute une fratrie, plus quelqu'un qui ne fait pas partie de la fratrie. Donc, il faut gérer le fait que certains se connaissent déjà depuis bien longtemps, puis qu'il y a quelqu'un de nouveau comme ça. Mais c'est toujours un plaisir. Ce qui arrive parfois, c'est que justement, et les enfants lèvent la main et puis disent maîtresse parce qu'ils se croient tout à coup à l'école comme ça. Une fois, j'ai eu les parents qui sont restés derrière. Alors pour tout ce qui s'agit de régler la discipline, ben voilà, ils avaient l'œil des parents. Ben, ça m'avait étonné qu'ils étaient restés, mais ça m'avait un peu aidé aussi. Mais il y a tous les cas. Mais justement, il faut en tant qu'MJ rester assez flexible, voir qui a quel besoin, qui en est où. Et puis, ce qui aide aussi, c'est si on a des règles très simples, mais aussi faciles à comprendre, qu'on peut appliquer de façon assez systématique. Ça permet aussi d'éviter des jalousies, par exemple, quand il s'agit d'agir, avoir un système très simple pour qui agit en premier, ce genre de choses, avoir des personnages équilibrés pour pas qu'il y ait des jalousies et des chamailleries qui en découlent. Donc, il y a plein de choses comme ça, mais les jeux faits pour les enfants, ils ont déjà ce genre de mécanismes qui sont inclus. En fait, Xavier, tu as parlé du contrat social. Donc, quand les joueurs arrivent, ils ont déjà un contrat social et c'est un peu ce qu'on retrouve dans vos conversations. C'est est-ce que le groupe se connaît ou pas? Est-ce que le groupe a les mêmes catégories d'âge? Donc, effectivement, quand on a des enfants à la table, le contrat social devient fondamental puisque ce n'est pas des adultes qui s'autorégulent, on va dire. Donc, comment on établit le contrat social, en fait, peut-être en amont de la partie ou pendant la partie? En début de partie, mais c'est un peu comme les adultes, mais en mode simplifié. Pour moi, il n'y a pas vraiment foncièrement de différence. On va expliquer que on va jouer aujourd'hui à ça, que c'est plutôt où il va falloir réfléchir ou pas, et qu'on est un groupe de temps, donc on va essayer que tout le monde participe. Voilà. Je pense que ça ne change pas avec les adultes. C'est juste simplifié et mis au niveau de l'âge des enfants. Voilà. Il n'y a pas à faire. Pour moi, il y a vraiment peu de différence entre jouer avec des adultes et jouer avec des enfants. On va juste changer des curseurs de durée, de complexité. On va être plus attentif aux signaux de détresse de certains enfants. Alors détresse parce qu'ils ne jouent pas, parce qu'ils sont écrasés par leurs voisins, ceux qui prennent trop la parole. Voilà, c'est des signaux qu'il faut être plus attentif.
on reparlera de la sécurité émotionnelle, mais plus l'enfant est jeune, moins c'est banni de mettre la pression, par exemple. La pression de timing de jeu est à bannir chez les enfants très jeunes, voilà, parce qu'ils subissent de plein fouet cette pression. Tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est toi, San, qui parlait des tours de jeu, l'initiative, tout ça. Il faut laisser le temps. On ne peut pas dire dépêche-toi, il faut agir maintenant à un enfant. Voilà, c'est pas possible ça, parce qu'il le prend de plein fouet. Voilà, il n'y a pas de filtre. L'enfant joue lui dans l'univers. Donc c'est plutôt des choses comme ça qu'il faut être attentif. Mais sinon, on reste sur des codes comme les adultes, mais avec les curseurs qui vont bouger sur la complexité des règles. Et il y a une grosse différence de maturité plus l'enfant est jeune. Voilà, il y a des enfants, on va dire à 5-6 ans, qui vont jouer presque comme des adultes, en fait, avec leurs réflexions. Et puis, il y en a à 5-6 ans, ils vont jouer ils vont jouer l'émotion tout de suite, ils vont agir tout de suite, ils vont partir tout de suite, attaquer tout de suite, se sauver tout de suite. Voilà. Et on va voir vraiment une différence là. Voilà. Et le contrat social, c'est juste pour mettre ses règles au début. Voilà. Mais juste le dire, hein, c'est pas non plus un pitch de 3 heures. C'est de dire que ça reste un jeu à règles, un règle de jeu et un règle sociale entre personnes. Du coup, on va revenir sur la sécurité émotionnelle, puisque c'est quelque chose qui est important, on va dire, dans toute partie du jeu de rôle, mais particulièrement avec des enfants. Donc, quels sont, vous, vos moyens de gérer cette sécurité émotionnelle? Est-ce que vous avez des trucs différents, on va dire, pour les adultes, j'imagine? Moi, j'aime bien dédramatiser. Quand on part un petit peu dans des moments un peu gênants ou pas forcément où tout le monde est à l'aise, décomplexer le truc, parce que du coup, moi, je joue plus avec des enfants qui ne sont pas les miens. Donc, c'est un peu différent. Là, ils n'ont pas tous la même culture, tous les mêmes habitudes. Et du coup, j'ai pris cette habitude de décomplexer quand il y a un truc qui passe pas. On décomplexe, on change un peu de sujet, on en revient plus tard. Après, je dois en parler en privé pour comprendre, parce que faut pas aussi, parce que moi, du coup, c'est des groupes un petit peu plus grands. Je joue souvent à 5, 8, 8 joueurs en centre. Et du coup, pour pas pénaliser le reste du groupe à faire un débrief maintenant, voilà, je décomplexe, je rigole, je passe à autre chose, et puis je reviens plus tard sur le sujet, et je fais comprendre aussi qu'il y a des choses qui sont tolérables, peut-être pas tolérables. Voilà. Ouais, dédramatiser, j'aime bien le terme. Si par exemple dans la partie, il est possible que malheureusement l'un des enfants perde son personnage dans un combat, j'annonce en fait à l'avance que c'est possible dans cette partie que ça arrive, mais soyez rassurés, chers enfants, il y a d'autres personnages qu'on peut être joués derrière qui sont tout aussi intéressants. Par exemple, c'est une façon de dédramatiser. Dédramatiser la mort, ça peut paraître étonnant, hein, mais on reste dans un jeu quand même. Mais voilà, donc vraiment, ouais, moi j'aime bien le dédramatiser, ouais, et que je pratique via par exemple cet exemple. Ouais. Aussi, pour les enfants, moi, je pense qu'un enfant qui est mal à l'aise, un enfant qui est gêné ou comme ça se voit. Ça se voit beaucoup plus que chez les adultes. Hein. Voilà, ça se voit à son langage corporel. Ou alors, tout à coup, on voit qu'il dit plus rien ou comme ça, qu'il regarde ailleurs. Donc, je pense que c'est le fait que ce soit assez visible, la plupart du temps, hein, pas toujours, c'est une aide. Et puis justement, on peut, en tant que meneur de jeu, justement donner à cette personne un peu plus la parole ou voir de ce dont il s'agit, quoi. Mais avant qu'il y ait des vexations, des frustrations, ce genre de choses, voilà, le mieux, c'est justement d'éviter ces situations. Et puis, une fois qu'elles surviennent, il faudra bien sûr les prévenir. Mais si on peut d'abord les éviter, c'est mieux, quoi. Pour moi, c'est vraiment l'élément qui fait la différence, la sécurité émotionnelle chez les enfants. C'est vraiment pour moi, c'est ce qu'il faut vraiment faire attention. Je vais compléter plus par rapport à ce que vous avez dit, mais si on fait une différence entre jouer avec des adultes ou jouer avec des enfants intermédiaires ou des ados, tout ça, la sécurité émotionnelle en fonction de l'âge, c'est là qu'il faut mettre le curseur. Parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire. Plus l'enfant est jeune, moins il aime le stress, moins il aime la pression.
s'il y a des différences d'âge, bah, la violence, elle n'est pas perçue de la même manière, elle n'est pas faite de la même manière. C'est des choses comme ça qu'il faut faire attention. Parce que les enfants, plus ils sont jeunes, plus ils vivent les choses pour de vrai, en fait. Vous auriez des exemples concrets et précis? Puisque là, on parle un peu de théorie, mais est-ce que vous auriez 2-3 anecdotes pour illustrer? Parce que si on n'a pas l'habitude de jouer avec les enfants, ça parle pas forcément, en fait, Ah par oui, oui, exemple, une situation. ah oui, oui, j'ai plusieurs situations où. Alors, je voulais revenir depuis au début de la question, en fait, qu'est-ce qu'on met en place? Pour moi, la première chose, c'est de mettre une carte X. Voilà. Et clairement, avec les enfants, il faut poser une carte X au milieu de la table, au milieu du groupe, voilà, et leur expliquer ce qu'elle signifie, en fait, hein. Et les mettre en confiance sur l'accès à cette carte X. Et parce que chaque enfant aura sa sensibilité et ça va être l'élément qui va dire à tout le monde stop, on va pas plus loin, voilà. Et alors en exemple, oui, moi j'ai eu mon fils, hein, il devait avoir 7 ans, il voulait jouer plein d'univers de jeux de rôle. C'était son truc. Il voulait tester tous les univers, du médiéval, de l'enquête, tout ça. Et un jour, il a voulu jouer de l'Alien, voilà. Alors qu'il n'avait jamais vu les films, il n'avait jamais vu tout ça, mais il voulait jouer voilà, les trucs de l'espace. Et donc, à 7 ans, je ne voulais pas lui faire un truc gore, hein. Et il était dans un petit groupe de souvenirs de 4 copains ou quelque chose comme ça. Et donc, je leur ai fait un scénario dans l'espace, dans un vaisseau. Et, mais j'avais enlevé en fait le côté horreur. Voilà, il n'y avait pas de monstres. Ils s'étaient juste réveillés dans un vaisseau, voilà, qui était vide et qui avait parfois quelques griffures, pas de sang, rien, tout ça. Et j'ai fait l'erreur en fait de laisser une musique en fond qui sonnait toutes les 5-10 minutes, une petite sirène de quelques secondes, 4-5 secondes, mais qui n'avait pas de lien avec le scénario. Mais lui, il l'avait intégré dans son univers de scénario. Et au bout de, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure de jeu, bah, il s'est suicidé en jeu. Il s'est suicidé, c'était choquant, hein. Il a dit non, c'est trop dur, je me tire dessus, je me tue. En fait, moi, je n'avais pas perçu qu'il était monté en pression, en fait. Cette musique derrière, qui était juste là pour mettre un peu de son, un peu de couleur, et ben, elle était très stressante pour lui. Très, très stressante. Et cette sonnerie qui n'avait pas de sens, et ben, elle avait un sens pour lui, de peur. Et je n'avais pas perçu, hein, il a joué normalement pendant 45 minutes. Hein. Et au bout de ces 45 minutes, alors qu'il n'avait pas rencontré de monstre, il s'était rien passé en fait, rien. Donc tout ça pour dire, ça peut être dur hein, pour eux. Voilà, ça peut être dur. Et des fois, c'est compliqué de percevoir. Voilà. Donc vraiment, la pression, le stress, c'est des choses qui sont à bannir en fait, plus les enfants sont jeunes. Voilà. Pour moi, c'est les vraies limites, elles sont là. Du coup, j'ai une question. Comment tu as justement dédramatisé ça après en discussion? On a arrêté complètement le jeu. Voilà, essayer d'expliquer c'était jeu. Et puis, un peu comme toi, on a dit qu'on a été manger, on a été mettre un dessin animé sur autre chose à la télé, un peu de lumière. On a essayé de montrer que la réalité, elle n'était pas là dans le jeu en fait, et que le souvenir, on lui a dit que je lui ai dit que je m'étais trompé en fait, hein, que j'avais mis cette musique pour mettre de l'ambiance et que je n'avais pas perçu que c'était stressant. Voilà. Et on en a parlé. Voilà. Qu'est-ce qui lui avait fait peur et de souvenir, parce que ça remonte, il est plus grand maintenant, de souvenir, ce qui lui avait fait peur, c'est que pour lui, c'était un danger. Ça voulait dire que les monstres allaient arriver, en fait, et qu'il allait se faire tuer. Mais là, sa représentation de la mort, elle était très sur lui, en fait. Alors qu'il avait fait plein d'autres jeux plutôt médiévaux, et il avait la hache facile. Hein. C'était même, il fallait des fois le canaliser, lui montrer que c'est bien de donner un coup de hache, mais on porte les conséquences des actes. Et voilà. Donc voilà, non, pour moi, c'est vraiment l'élément qu'il faut faire attention avec les enfants. Voilà. C'est la gestion du stress, en fait. Il y a des éléments que j'ai noté un peu des différents trucs. Le stress, les enfants, plus ils sont jeunes, ils ne tiennent pas le stress. Ça reste un jeu, hein, donc le but, c'est pas... on n'est plus dans du Monopoly ou du jeu de loi où
là, on peut Mais, être dans mais des éléments très forts. Oui, il y a une identification, tu t'identifies à ton oui, personnage et du coup oui, tu oui. vis vraiment. Déjà qu'avec des adultes, des fois, notre personnage il meurt, on est au bout de notre vie. Alors avec des enfants, c'est super important. Ils s'identifient énormément et ça se disait Voilà. d'ailleurs dans le chat, la création du personnage et l'identification à son personnage, elle est très 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 forte. Alors ouais, là le stress est dur à gérer et déjà que Ouais, pour nous c'est pas du mal à gérer le stress, alors pour des enfants, j'ose même pas imaginer ouais. une situation comme ça. Ouais, ça doit La être C'est vrai que la pression. musique comme ça qui Oui, oui, tourne, ouais, ça m'aurait impressionné peut-être moi aussi, enfin tu vois? ouais. oui, 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 oui. Après, Oui, non, mais Parce moi, des erreurs, on en fait m'étais tous, hein. pas, ouais, je m'étais pas. Pour moi, ça faisait partie du décor. Mm. Voilà, la pression, ils n'aiment pas la pression parce qu'il y a des enfants qui vont comprendre par exemple, rien que les règles. Hein, il y a des enfants qui comprennent vite les règles, ils ont compris, voilà. Puis il y en a qui comprennent moins et il y a des fois une pression de groupe. Il faut que la situation soit résolue et donc ça peut être dur pour eux. La violence, voilà. Je distingue bien la violence des morts des monstres. Hein, voilà. Mm. Parce que les enfants, ils ont, comme on disait au début, ils ont le coup d'épée facile. Pour eux, Et puis un monstre, c'est pas grave. c'est pas et grave. comment on gère ça justement, le coup d'épée facile? Enfin, le fait de taper, très Des scénarios sans violemment? combat. Ouais. Des scénarios Ouais, sans combat, j'en ai fait, hein. ouais, C'est ça peut être marrant. des scénarios sans combat où ça. Pour moi, tout dépend de l'univers. Voilà. Si Et on joue du puis, contemporain, il faut bien qu'ils comprennent que là, ils sont en train de faire quelque chose de grave. Voilà. ouais, Donc, ouais. moi, je sais un peu comme toi, Sam, voilà, j'arrête un peu la scène et je leur dis, voilà, tu comprends que là, tu es dans la rue, tu peux pas sauter sur quelqu'un. Hein. Il va se passer quelque chose. Hein. Ouais, Est-ce que faire tu es sûr? réfléchir aux conséquences, ouais, Voilà. ouais, Ouais. exactement, ouais. Et, Mhm, mhm. Voilà. et pareil aussi, un truc qui marche bien, je pense. S'il commence à vraiment vous mettre des coups d'épée partout, ben, il va commencer, il va se prendre un retour de bâton assez fort, il va perdre la moitié de ses points de vie, et les autres, ils vont comprendre que, ouais, ok, là, faut pas y aller comme des brutes. C'est un peu punitif, mais ça permet voilà, de mettre l'échelle aussi sur les dangers de foncer dans le tas. Ouais. Moi, sur un scénario médiéval avec mon fils, dans ses premiers scénarios avec ses copains, d'entrée, il a tué quelqu'un. Voilà. Bah, il a joué 10 minutes il a été en prison, il a été jugé. Ça a fait un rebondissement, mais pour montrer, non, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a aussi des règles d'univers. Voilà. Donc après, il y a le côté pédagogique qui va rentrer en jeu. Voilà. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. qu'il y a cette notion un peu plus forte chez les enfants qu'on peut mettre en place. Voilà. Et Mais la violence. les enfants aiment le gore, hein, ils aiment savoir Oui, oui. comment leurs armes ont tranché, Voilà. écartelé, assommé, Bon, percé. Ça, c'est vraiment. mais attention, ils ont leur représentation de ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Quand ils vont taper avec une hache sur la tête de quelqu'un, il a sa représentation. Voilà. Ouais, Il absolument, n'a pas absolument. forcément la nôtre. Donc c'est ça qu'il faut se méfier. Ouais. Ils peuvent jouer des jeux pas violents, toi. C'est pas l'enjeu de faire jouer des jeux violents à des enfants de 12 ans. Mais il peut y avoir des bagarres, des morts, des monstres, tout ça, des zombies, des vampires, tout ça. Mais il va garder sa représentation qu'il a. Ouais. Voilà. Il y a, Faut surtout pas développer sa représentation. Faut lui laisser. il y a une dizaine d'années, il y avait un certain Uri Kurlianchik qui justement avait écrit certains articles de blog sur comment jouer aux enfants. C'est en fait un Israélien qui a comme métier de faire jouer du jeu de rôle en classe et dans des centres aérés. Donc ça existe comme métier, très intéressant. Et lui, ce qu'il avait comme conseil, c'est en fait quand il y a des combats, c'est en fait de pas entrer dans des descriptions très très anatomiques, donc pas décrire voilà les plaies, le sang, l'eau qui dépasse, mais plutôt d'y aller à la façon d'un vieux cartoon, vous savez les Bugs Bunny et autres, Daffy Duck, voilà ces vieux cartoons où en fait quand on regarde il y a des actes d'une violence inouïe, donc il y a par exemple le chasseur là qui tire en pleine poire sur Daffy Duck.
ou bien il y a l'oiseau, la mip-mip, qui se prend un rocher de 30 tonnes sur la gueule. Donc c'est en fait d'une violence inouïe, mais dans le dessin animé, on ne voit ni sang, il n'y a personne qui meurt. Voilà, il y a un nuage, donc le chasseur il tire sur le canard, Daffy Duck. On voit un nuage, et puis quand le nuage est dissipé, ben, il remet ses cheveux, il remet son bec, et puis l'aventure continue, quoi. Donc c'était son conseil, c'était en fait d'y aller un peu comme un de ces vieux dessins animés. En fait, d'éviter des descriptions trop anatomiques et d'insister là-dessus, quoi. Ah, moi, Mais je c'est pas dirais mal. même, plus ils sont jeunes, plus il faut les bannir, en fait. On fait pas de description. Ah, On fait aucune description. Il s'est pris le coup d'épée, il s'est pris le coup de pistolet, c'est tout. Pas plus loin. On fait Et des chaque actes. enfant le met dans son univers. Voilà, c'est ça, dans son c'est ça. univers. Je pense que il faut les descriptions réalistes sur ces choses comme ça, c'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Exactement, On a ouais. énormément de commentaires, donc à mon avis, on va en perdre beaucoup. Mais il y a quelqu'un qui demande, dans un groupe d'enfants, comment gérer l'exclusion d'un enfant par les Ouais. autres. Alors, c'est ce que je voulais rebondir sur le dernier élément de sécurité, c'est l'interaction sociale, la violence d'interaction sociale, l'exclusion de joueurs, tout ça. Voilà. Ça, il faut vraiment faire aussi attention quand on joue avec des enfants. Parce qu'entre eux, ils sont pas tendres, hein, des fois. Et donc, ça, c'est vraiment le rôle du maître de jeu, de faire attention qu'il y a encore des règles sociales entre eux, que le temps de parole doit tourner, qu'on prend le temps entre chaque enfant, et que lui, il n'a pas parlé beaucoup, et donc maintenant, c'est son moment. Voilà, on va lui laisser plus de temps que pour les autres. Ouais. Parce que s'il n'a pas parlé, c'est que peut-être qu'il est plus timide, peut-être qu'il ose moins. On va lui Mais il a mâcher certainement tout. quelque chose à dire, il a Moi, certainement une bonne idée, il a certainement ceci, il a Ouais. certainement cela. Ouais, absolument. Ouais. Moi, ce que j'aime bien faire, du coup, c'est que du coup, si je vois qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus en retrait, je vais lui poser directement une question de ce qu'il ou elle a envie de faire. Et si je vois qu'il n'y a pas de réaction parce qu'il ou elle est un peu en souffrance de s'imposer au niveau de ses idées, je lui dis, je reviens dans 2 minutes, réfléchis, et si tu as une idée, tu nous l'as dit. Si tu n'en as pas, on verra ce qu'on fait. Et du coup, si il y a une idée qui a émergé, on y va. Sinon, ce que j'aime bien faire aussi, c'est des votes. Où je dis, OK, qui a quelle idée? Ils lèvent tous la main pour dire, moi, j'ai cette idée. Je les écris. Et je leur dis, voilà, maintenant, on a ces idées-là, laquelle on fait. Et du coup, par le vote, ils vont s'imposer sur une idée. Plus simple de lever la main, du coup, de dire, OK, moi, j'aime bien celle-là, que d'imaginer l'idée. C'est très suisse. Peut-être. Et ça marche bien en petits groupes et en moyens groupes, même en grands groupes pour les enfants, parce que du coup, ça permet de gagner du temps aussi d'interactions qui peuvent être des fois trop longues quand ils parlent tous en même temps, à tous vouloir donner leurs idées et qui ne s'écoutent pas. Du coup, ça permet aussi de donner la voix aux plus timides, aux plus exclus. Dans le chat, on a quelqu'un qui dit... Je voudrais rajouter un truc. Moi, ce que j'exclus dans les contrats sociaux, c'est les interactions violentes entre les joueurs. Plus les enfants sont jeunes, dès le début, je dis, il est interdit de taper un membre du groupe. Interdit. Vous ne le ferez à aucun moment. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, et là, vous l'exprimez, je ne suis pas d'accord avec ton idée, mais j'interdis cet élément de jeu. Plus les enfants sont jeunes ou turbulents, plus je l'interdis. Voilà, c'est dit dès le début. C'est pas mal. Parce que ça, c'est très violent, en vrai. C'est très violent qu'un enfant un peu timide qui reçoit un coup d'épée de son voisin parce qu'il n'est pas d'accord, tais-toi, je le tue, je lui saute dessus. Parce que ça, l'enfant, il le prend pour lui. Voilà. C'est humiliant. Ouais, c'est très humiliant, tout ça. Donc, le plus simple, c'est d'interdire, de se donner des règles de jeu. Et l'une des règles, c'est je ne tape jamais sur un voisin. C'est interdit. Ça ne fonctionnera pas. On arrêtera ta parole. Voilà. Oui, donc il y a quand même une règle de contrat social, on va dire, et je pense qu'elle s'applique bien, enfin, à part à des adolescents, mais plus mature, mais qu'elle est pas mal tout court, ça, on pourrait dire. Je vois dans le chat, il y a quelqu'un qui utilise un doudou comme carte X, et c'est plutôt pas mal pour les enfants. Ouais, c'est bien. C'est même mieux, effectivement. Ouais, un doudou, c'est vrai qu'une carte X pour des tout petits, ça peut être un peu bizarre, un bout de carton.
Et c'est vrai qu'un doudou de sécurité émotionnelle, ça peut apporter quelque chose de particulier. Maintenant, on a pas mal parlé, voilà, des enfants, des spécificités, du stress. Donc on retient que le stress, c'est quand même, la chose la plus dangereuse pour un enfant et La pression et le que stress, les 2. Ouais, voilà. pression, stress, ouais, c'est Voilà et le fait qu'effectivement comme, les enfants ont une vision de la violence qui est très particulière, en fait, il faut surtout pas leur imposer une vision d'adulte. Comme ça, ils restent chacun avec, le dessin animé qu'ils ont vu ou ont lancé une grenade et cetera et comme ça, on n'interfère pas, en fait, dans leur représentation. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de jouer en gros groupe, puisque c'est des choses qui, justement, peuvent se trouver dans des milieux scolaires, en animation. Donc, comment on aborde, 20-30 joueurs ou peut-être un anniversaire où il y a beaucoup d'invités? Comment on aborde, on aborde brusquement toute une foule d'enfants qui vont parler tous en même temps? Déjà, San, Xavier, vous avez fait quoi en maximum de joueurs? Juste pour savoir un peu en maximum de le joueurs. nombre. Alors c'était du jeu de rôle, mais semi-grandeur nature, un peu GN Ok. Ok. et c'était 16. 16, ok. Mais on était 2 pour les gérer. Mais pareil, là, il y avait des règles, beaucoup de Ouais. règles de prise de parole et d'action. Ok. Voilà. Avec des adultes, ça doit être 14. Avec des enfants, ça doit peut-être 5 ou 6. J'ai quand même eu le retour de certains, typiquement de certains enseignants qui ont joué avec leur classe. Donc, je peux élaborer là-dessus, sur les techniques qu'ils ont, eux, utilisées. Ok. D'accord. Parce que du coup, moi, en tant qu'animateur, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de faire du très grand groupe. Et là, même pendant les dernières vacances, j'ai fait du jeu de rôle avec 30 joueurs. 30, ouais, un petit peu moins de 30, oui, c'était 28. Et même aussi pour le Nice Fiction, comme on en parlait tout à l'heure, j'avais fait du. Il y avait combien, Sybille? Ils étaient Mais 30, ils je étaient crois. une trentaine, Ouais, hein, 30, par 34. classe, oui. Et du coup, c'est pas du tout la même dynamique, c'est pas du tout la même manière de faire du jeu de rôle. Et je trouve ça assez intéressant dans le sens où moi, j'avais fait ce que j'avais fait. Je suis pas parti sur un jeu qui existe, j'ai fait une création, j'ai relevé le défi un peu d'une semaine à l'autre. Et en fait, j'avais fait 3 petites fiches comme ça, avec le nom d'un métier. Donc, c'était du Medfan. Donc, j'avais fait genre, il y avait des nobles, il y avait des paysans, il y avait artisans, guerriers, je crois, et il y avait un roi. Et le dernier, c'était magicien. Et du coup, il y avait sur chaque place, donc, il y avait un rôle, des points de vie et des pièces d'or au hasard. Donc c'était mélangé, chacun avait sa disposition et c'était leur personnage. Donc il n'y avait pas de réel background, etc. C'était vraiment très, 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 très simplifié avec des 2-3 petites images. Et ça leur permettait de visualiser un petit peu le personnage qu'ils étaient. Et après, je les ai embarqués dans une histoire assez simple où ils pouvaient décider tous ensemble, collégialement, du nom de leur village, de le roi ou la reine, comment il était. Et ensuite, il y avait une petite aventure. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'en fait, je demandais un rôle. Par exemple, OK, tous ceux qui sont paysans, vous allez devoir chercher des matériaux, vous jetez le dé. Tous ceux qui ont fait au-dessus de 4, vous levez la main. Et ça permettait du coup d'avancer petit à petit dans l'histoire, donc avec des actions qui sont communes à tous les rôles, ou des histoires plus, des moments plus personnalisés où je demandais les avis, comme je disais tout à l'heure, par des votes. Du coup, les enfants ils se sentaient impliqués personnellement, ceux qui se mettaient en avant, etc. Et même ceux qui étaient plus timides, du coup, par leur rôle qui était imposé, avaient forcément un moment où ils faisaient quelque chose et du coup ils avaient tous un temps d'expression, que ce soit d'action ou d'expression orale, pour participer à l'aventure. Après, c'était de l'initiation, c'était pas de la grande campagne, c'était l'initiation de 1 heure à chaque fois. Et voilà. Et San, du coup, tu as dit, toi, tu as des retours, de professeurs des écoles, c'est ça, qui ont tenté l'aventure dans leur classe? Oui, en effet. D'ailleurs,
peut-être en préambule pour signaler que le jeu de rôle s'utilise assez souvent, enfin assez souvent, c'est relatif bien sûr, mais pour les cours de langue, hein, pratiquer une langue dans un jeu de rôle, voilà, où le jeu de rôle devient un peu le vecteur. Et puis les cours d'histoire, donc immerger les élèves dans justement une époque particulière. Donc, par exemple, il y a des jeux spécifiques qui ont été créés comme Mystère au monastère, Mystère à Rome, par Rodolphe Bondigel et je crois une autre autrice dont j'ai pas le nom juste sous la main. Les Italiens ont été très forts là-dedans d'ailleurs. Il y a plusieurs jeux de rôle justement pour les classes. Alors, ce que j'ai comme retour, c'est par exemple faire en sorte qu'il y ait en fait une feuille de personnage pour 2 élèves. Donc, gérer ça comme ça. Un autre avait en fait identifié 2-3 élèves qui pouvaient devenir maîtres de jeu, mais ça c'est presque un luxe, hein. C'est pas souvent que ça arrive, hein. Mais si ça arrive, évidemment, c'est très très bien. Et un troisième avait en fait utilisé des jeux de rôle sans MJ. Donc, il expliquait le jeu de rôle et ensuite il divisait la classe en groupes. Et puis, les élèves se débrouillaient justement sans MJ et le professeur, la professeure peut justement rester là en tant qu'observateur, observatrice et aider si jamais il y a des points sur le système de jeu. Quand on est à l'école, déjà on sait combien il y a d'élèves, on sait qu'on a leur attention, on sait combien de temps on dispose. Et puis, la relation enseignant-élève, elle aide aussi à l'autorité du MJ, hein. Donc, il y a quand même un cadre avec lequel il faut évidemment composer, hein. Il est quand même assez rigide. Mais au moins, on a ces données. Tandis que justement, si on fait devant un grand public en convention, ben, on n'a pas ces données-là, quoi. Donc voilà, un personnage pour 2, trouver des autres MJ ou jouer sans MJ. C'était les conseils ou les expériences dont j'ai entendu. J'ai une expérience à partager que j'avais oubliée, mais en vous écoutant, qui m'est revenue. En fait, une fois on a joué pour une convention avec 20 enfants et on était 2 MJ. Et ce qu'on avait fait, ils étaient très jeunes, hein, de souvenir, ils avaient 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et ce qu'on avait fait, on avait fait comme une espèce de battle map avec une espèce de donjon. Et ils devaient arriver jusqu'au bout pour récupérer un trésor. Et il y avait 2 équipes de 10 joueurs à peu près de chaque équipe. Et on jouait du jeu de rôle comme dans un donjon, mais qui était très mortel. Très mortel. À chaque échec, il mourait en fait, ou je sais plus, il y avait en tout cas les règles. Et en fait, le joueur, parce qu'il avait que 7 ans, 7-8 ans, quand il mourait, il passait sur la table d'à côté. Donc ils continuaient à jouer. Bah, en fait, il y avait sur 2 donjons, il y avait 2 équipes. Sur un même donjon, il y avait 2 équipes qui s'affrontaient pour essayer de récupérer un trésor. Et on jouait par table chaque table, il y avait 10 joueurs. Et c'est du jeu de rôle classique. Mais chaque fois qu'un des joueurs mourait, il basculait sur la table d'à côté. Il changeait de team, il changeait d'équipe, voilà, et il reprenait un personnage. Voilà. Okay. Et ils avaient vraiment beaucoup aimé le principe, en fait. Ouais, parce que c'était une espèce de compétition entre les 2 tables à qui arriverait le premier au trésor. Et en même temps, la défaite, finalement, il basculait dans l'autre équipe. Oui, c'est ça que j'allais dire. Comment ça se gérait? Parce que si tu... s'il mourait, il changeait d'équipe. Il n'y avait pas de réalisme dans le fait de changer d'équipe ou autre, mais il partait sur la table d'à côté. On était, je me souviens, il y avait il y avait pas vraiment une table, c'était des chaises, 10 chaises, 11 chaises, 12 chaises en cercle, et il basculait dans l'équipe d'à côté. Et il continuait à jouer. Puis là, un piège qui tue 5 personnes, ça fait qu'il y a une équipe avec 15 et une équipe avec 5, quoi. Mais en tout cas, c'était très, très sympa. Ouais, ils adoraient. Il n'y en a pas qui ont utilisé ça pour être dans l'équipe gagnante? Non, je n'ai pas de souvenir qu'il y a eu des gros tricheurs qui voulaient. Ils se laissent tous mourir et ils sont 20 d'un côté à faire. Ouais, ça sûrement fait ça. Voilà, mais sur le principe, c'était très dynamique. C'était très dynamique et ils adoraient en fait changer d'équipe. Ils s'appropriaient très vite la nouvelle équipe pour essayer d'aller plus vite pour récupérer le fameux trésor au bout d'une espèce de donjon qui avait été fait.
Voilà, voilà. C'est pas mal, ouais. Ouais. Dans le chat, on a Gérard qui est du festival Pousse-Pion au Cameroun qui nous dit, donc il nous parle, eux, c'était dans une classe de 4e. Il avait monté des groupes avec un chef, en fait, comme ça permettait, pareil, de gérer plusieurs groupes dans la classe, j'imagine. Et ça obligeait, en fait, chaque groupe à se mettre d'accord et à prendre une décision collégiale. Donc ça aussi, ça peut être un peu San, tu parlais de découper la classe et ça peut être une autre façon avec des sous-groupes, on va dire, avec leur propre mode de décision. Donc effectivement, il y a tout un enjeu, voilà, de gérer les décisions. Je pensais aussi tout à l'heure, on a parlé des enfants timides, comment les incluer et je me disais comme le jeu de rôle, il y a aussi pas mal d'actions. Est-ce que l'action, ça peut ne pas être une façon justement de gérer les enfants timides qui n'osent pas faire des grandes propositions, mais par exemple qui, partiraient au combat un peu plus rapidement que les autres? Pour moi, les timides, ils vont être aussi Ils timides partent dans le oh, combat. ouais. Ouais, ouais. Celui qui Ils prend de la place à la table, il prendra de la place dans tous dans le les combat. éléments de jeu. Mmh. Ouais, Après, ouais, ça peut un peu aider de se dire au moins ils ont un objectif, c'est tuer l'adversaire, c'est un objectif simple. Ça peut un peu les aider, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment la solution miracle. Ouais, ça OK, il Ouais, y a pas de non, je suis pas ça sûr. fait 1 heure qu'on parle, ce qui est pas mal, hein, quand même. Est-ce que vous aimeriez, chacun d'entre vous, revenir sur un point particulier qui vous semble, fondamental, ou que vous aimeriez vraiment transmettre, aux futurs MJ d'enfants qui nous suivent? ouais. Je vais vous interrompre parce qu'il y a une question Une qui petite est question pas mal dans le intéressante. chat. Hein? Pardon. Ouais, Heu comment gérer un enfant de 11 ans qui devient obsessionnel par rapport à un PNJ antagoniste? Là, il y a un silence. Ça on réfléchit. Et Pour moi, obsessionnel dans ouais. quel sens? Donc on peut presque en jouer, quoi. Donc on peut peut-être même presque. Ça dépend dans quel sens obsessionnel. Donc on peut inclure ça dans le jeu. Mais évidemment, si c'est obsessionnel avec une ambition qui va dérailler l'aventure et le plaisir de jouer, c'est peut-être pas la bonne direction, quoi. Ouais, pour moi, c'est ça, hein. Soit ça se joue en jeu par les Ouais. conséquences, par ce qui va se passer après, et que c'est encore du jeu. Et si ça sort du cadre de vraiment du jeu et que ça n'a plus de sens, bah là, je pense qu'il faut faire une pause, arrêter, expliquer qu'on n'est plus dans le jeu là, on est dans autre chose. Ça vous est arrivé de devoir gérer, voilà, une situation où l'enfant parce que le rapport réalité, fiction est plus difficile quand on est enfant, puisque des fois ça se mélange un peu. Ça vous est arrivé d'avoir, une situation comme ça à gérer? Sur des enfants de Oui. 12-13 ans, oui. Oui, oui. Oui? C'est quoi? Quand ils sont dans la préadolescence ou en adolescence pure, où ils veulent montrer aux copains à la table de jeu qu'eux, ils ont peur de rien et qu'ils vont tuer tout le monde. Et donc, à un moment, les conséquences, ça n'a plus forcément de jeu. Et moi, je sais que j'avais arrêté le jeu et je leur avais dit, bah voilà, à lui surtout, qu'on est là aussi pour s'amuser ensemble et que si on fait n'importe quoi, bah, le jeu, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus de sens. Ça avait plus ou moins marché. Voilà, c'était pas non plus. Ça restait un joueur turbulent. Des fois, il y a des joueurs très turbulents. Hein. À l'opposé, qu'il y a des joueurs très discrets, il y a des joueurs qui vivent tellement l'émotion, le jeu, qu'il faut les canaliser, vraiment les canaliser. Et plus ils sont jeunes, plus des fois ça déborde. Ils sont dedans. Hein. Ils courent autour de la table. Moi, j'ai des parties où à la fin, pour tuer le grand méchant, les deux joueuses, elles étaient debout, elles couraient autour de la table parce qu'elles avaient peur de ne pas réussir à le tuer, comment ils allaient s'en sortir. Donc c'est à la fois très rigolo parce que c'est très frais tout ça, mais il faut leur rappeler que ça reste un jeu et que c'est pas grave. Il y a un gagnant, il y a un perdant et qu'ils vont peut-être gagner quand même. Voilà. Du coup, ça rejoint une question qu'on a dans les commentaires, c'est comment on sort du jeu? Parce qu'effectivement, les enfants ont été beaucoup plus absorbés peut-être qu'un adulte, quoique. Et du coup, comment on ressort de cette émotion? Comment on termine une partie avec des enfants? Alors moi, j'ai pas de réponse à ça, mais justement, si vous avez des infos, je suis preneur parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Du coup, moi, je fais des journées complètes avec les enfants et le matin, on fait jeu de rôle et j'entends l'après-midi les enfants qui parlent des personnages, de leurs trucs, etc. Je suis là, genre,
les gars, faut se calmer. C'était un jeu et j'arrive pas encore à trouver justement cette fin de session optimale. Le vieux rôliste qui raconte ses parties de jeux de rôle à tout le monde et qui nous énerve, ben voilà, on le retrouve en fait très jeune, quoi. Ouais, sur la fin de partie, je rajouterais qu'il faut que ça soit pas une partie qui termine sur une grosse frustration. Ouais, voilà. absolument. Ça, c'est pour la partie vraiment l'histoire. La partie peut mal se terminer. Hein. Des fois, les joueurs, ils gagnent pas tout le temps. Il faut leur montrer que c'est pas grave, mais le méchant était plus fort. Voilà, la situation n'a pas été réglée. Voilà. Mais la plupart du temps, tu finis quand même sur quelque chose de positif. Oui, hein. oui, bah oui, je suis d'accord. Mais des fois, c'est intéressant de montrer que, surtout si c'est des mini-campagnes, c'est intéressant de montrer que le méchant, il est méchant et qu'il s'en est sorti. Et que la prochaine fois, il faudra être du challenge alors. Mais là, tu es dans une campagne. Voilà, dans des mini-campagnes. Oui, voilà, bien sûr. Mais il ne faut pas terminer sur une frustration de voilà, et on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte et on ne le saura jamais. Voilà, c'est très dur pour eux. On ne veut pas les dégoûter du jeu de rôle pour la vie, au contraire. Hein. Et puis tu peux noter, finir sur une note positive aussi, tout simplement en faisant un gain d'XP. Ils ont pris tarif par le grand méchant qui a fini par gagner, mais ils apprennent de leur erreur, ils ont pris de l'XP. On n'a pas parlé de ça, mais les jeunes enfants adorent les récompenses, les gains. Voilà, ils adorent. Là, ils peuvent passer des journées si tu leur mets devant eux 4 objets magiques et ils doivent en choisir un. Alors là, ils adorent. C'est des vraies récompenses pour eux. C'est pas le vieux. J'ai un joueur, il a passé 2 parties faciles à fouiller toutes les bibliothèques parce qu'il voulait récupérer tous les livres. Il voulait récupérer tous les livres. Il a une obsession sur les livres, je ne sais pas pourquoi. Il a récupéré, dans son inventaire, il avait 20 ou 30 livres. Et ils ont la collectionnite facile. Hein. Quand ils veulent récupérer, ils partent avec le château, tout ce qu'il y a dedans, ils l'ont démonté jusqu'à la fin. Donc ça c'est des vraies récompenses. Ça, ils adorent. Ils adorent d'avoir des objets magiques, des objets à choisir, avoir plein d'argent. Ça, ils aiment bien ça. Ça, ils adorent ça. Mais en fait, s'ils en parlent par après, le jour d'après, la semaine d'après, le mois d'après, c'est que ça les a intéressés. Donc, c'est plutôt bon signe. Hein. On a un joueur qui nous dit donc il a 2 enfants, 5 et 9 ans, et donc pour celui de 5 ans, c'est compliqué de suivre le jeu si c'est pas un enchaînement de combats. Donc effectivement, ça, c'est peut-être un truc qu'on retrouve chez les plus jeunes. C'est qu'il y a surtout un déséquilibre d'âge, en fait. Il y a un déséquilibre Ouais. d'âge entre 9 et 5 ans. Ils n'ont pas la même durée de jeu, la capacité en durée de jeu, le même niveau d'intrigue, de compréhension d'intrigue, des choses comme ça. C'est ça, en fait, le vrai problème. Ouais, trop d'écart. Il y a trop d'écart, voilà. Ouais. Mais dans 3 ans, ça ira mieux, il faut lui dire ça. Oui, clairement. je suis d'accord. À partir de 7 ans, on peut jouer avec du 12-15 ans sans problème. Mais c'est vrai que 5, donc 9, c'est... Ce qu'on disait en début, à un moment, je vous disais, est-ce qu'il y a un âge? Donc, c'est vraiment ça, c'est à partir de 7 ans, en fait, on peut réellement jouer au jeu de rôle. On va dire ça comme ça, on va dire. Et en dessous, ça reste des versions particulières pour les enfants, quoi. Oui, voilà, il y a des jeux adaptés. Le game design a été adapté. Et il commence à y avoir de plus en plus de produits. Donc, quand moi, j'ai joué avec mes enfants, j'avais utilisé celui-là, Compte ensorcelé. Oui. Qui est malheureusement plus trouvable, mais maintenant, en grande librairie, on peut trouver ceux-là, par exemple. Moi, je vois pas bien le titre. Je veux bien que tu nous le lises à voix haute. Au milieu, ça marche comme ça? Ouais. Jeu de rôle junior. Jeu de rôle junior. Okay. Donc ça, c'est en librairie, hein? Ouais, c'est assez facilement trouvable. Il y en a plusieurs. Il y a tout le matériel. D'ailleurs, je crois, si on peut le désosser, puis la couverture fait écran. Et puis, je regarde dessus, c'est 10 €, quoi. Donc 20 francs suisses, évidemment. Mais c'est tout à fait atteignable. Et puis, un petit détective de monstres, vraiment, pour les tout jeunes. Ouais. Oui, il est cité dans le chat avec un système, voilà, un diplôme et une médaille à la fin, puisque dans le chat, tout le monde confirme. Voilà. C'est important, petit la récompense, qui est une notion de... Après, en groupe normal, moi, je fais jouer mon jeu, là, Wipera, qui est normalement un public adulte, sans problème avec des enfants. J'ai adapté 1 ou 2 règles
qui sont très punitives, mais sinon, avec des règles assez techniques, etc., ils s'en sortent très très bien aussi. Il faut juste prendre le temps de leur expliquer, voilà, d'amener les règles petit à petit. Ça, je pense que c'est assez important de pas faire une session où on est OK, on va expliquer toutes les règles et à la fin, vous savez jouer. Non, on va commencer avec ces règles-là, puis après celle-là, puis après celle-là, et petit à petit, on introduit toutes les règles du jeu pour avoir une échelle de progression. On n'a pas du tout parlé des vertus pédagogiques du jeu de rôle parce que là, je suis en train de me dire, il reste 20 minutes et il y a l'aspect, peut-être pour certains, on va dire pour certaines choses qui sont difficiles dans la vie réelle ou certains handicaps et tout ça, il y a une vertu pédagogique, qui peut être, utilisée en jeu de rôle pour les plus jeunes. C'est un aspect, voilà, est-ce que l'un d'entre vous souhaite, qu'on dise quelques mots sur cet aspect? Moi, je pense avoir quelque chose à dire là-dessus. Je l'ai remarqué souvent parce que du coup, j'ai commencé une campagne avec mon groupe d'animation où j'avais 10 joueurs toutes les semaines que j'ai encore là, que je continue encore. Et je vois à quel point chaque enfant s'est ouvert et leur senti de plus en plus libéré à prendre la parole. Donc ça a vraiment une énorme vertu pédagogique dans le sens où ça aide à prendre position sur son avis. Ça aide à l'expression, ça aide à la prise de position, à l'imaginaire. Ouais, les vertus pédagogiques sont, je pense, très nombreuses dans le jeu de rôle, mais plus d'un côté expression qu'autre chose. Ouais. Donc, on avait déjà mentionné le jeu de rôle pour, par exemple, pratiquer les langues étrangères, pour les cours d'histoire. Effectivement, le jeu de rôle peut aussi aider à développer plein de compétences transverses, dont tu en mentionnais certaines, Romain, hein. Ne serait-ce que le travail en équipe, la créativité, la résolution de problèmes, etc. Mais bon, pourquoi faisons-nous cette partie de jeu de rôle-là? Est-ce que c'est pas plutôt pour du plaisir surtout? Et effectivement, dans certains cadres, on peut utiliser le jeu de rôle pour plus que juste un bon moment, pour enseigner quelque chose ou transmettre quelque chose. Ouais. Il y a aussi eu des exemples où, en fait, par le jeu de rôle, on fait aussi parler les enfants. Ils peuvent ensuite, via leur personnage, être plus libres de mentionner leurs soucis du moment ou comment ils se sentent, des choses comme ça. Je pense que pour l'acceptation identitaire aussi, ça peut être très important pour beaucoup d'enfants qui ne se sentent pas forcément bien dans leur basket. D'être quelqu'un d'autre qu'ils ont créé permet de se faire accepter en tant que ce qu'ils ont envie pendant 1, 2, 3 heures de partie. Ça peut être aussi important de ce côté-là aussi, je pense. De par son format, le jeu de rôle, il peut être utilisé à plein de fins, hein. Voilà. C'est comme c'est un jeu d'échange et de situation, voilà, que ça soit dans l'éducation, le côté éducatif ou dans de comportement. C'est un jeu social à discussion, donc ça permet de mettre en situation, ça permet plein de choses. C'est pas sa vocation première, ça reste un jeu, mais ça peut être un support qui peut être utilisé dans plein de choses. Voilà. Une fois à une convention, voilà, il y a quelqu'un qui l'utilisait. Un de mes jeux, Caravane, c'est un jeu très dur, très dur, qui est plutôt, moi je l'ai écrit pour les adultes, hein, je n'ai pas du tout écrit pour les enfants. Mais on joue des enfants dedans de 11-12 ans qui vont devoir assumer leurs actes. Et cette personne a été très intéressée par ça pour le faire à des enfants qui ont des difficultés de comportement. Donc voilà, il disait, bah voilà, c'est un jeu qui m'intéresse pour ça. Pour dire, bah voilà, maintenant tu es surpuissant, tu peux te faire ce que tu veux, mais tu dois assumer tous les actes. Voilà. Alors il n'a pas été écrit pour ça, mais le jeu de rôle peut être utilisé dans plein de choses. Bon, Tu l'avais dit tout à l'heure. Là, on a deux sujets de table ronde. Là, on a le jeu de rôle pédagogique et puis le jeu de rôle thérapeutique. Là. Donc là, il y a de quoi passer encore 3 heures. Hein. Ben, Xavier, tout à l'heure, tu l'avais dit, tu sais, quand quelqu'un disait est-ce que c'est bien de jouer solo avec un enfant pour démarrer, tu avais dit c'est un jeu social. Et je pense que quand même, ce qui ressort de l'ensemble de ce qui a été dit, c'est toute la question sociale, c'est-à-dire comment on gère les groupes, comment on gère les timides, quel est le contrat social. Et je pense qu'il y a un gros aspect pour les enfants, c'est, on va dire, enfin,
Je cherche mes mots, c'est terrible. C'est un moment de socialisation qui est particulier parce qu'il y a un cadre qui est différent, on va dire, de la cour de récré. Il faut résoudre, quelque chose ensemble, ce qui, dans la vie réelle, en fait, se produit pas. Quand tu es dans la cour de récré, peut-être tu te disputes autour d'un sac de billes, mais tu dois pas aller affronter le dragon et en revenir victorieux. Donc c'est peut-être effectivement un moyen d'accélérer, on va dire, la sociabilisation, d'obliger à faire équipe. Oui, oui. C'est peut-être pas mal pour les enfants justement, parce qu'il y a pas Mmh. encore de notion de travail où tu es en équipe et où tu dois rendre un projet. Donc ça, c'est peut-être nouveau en fait dans l'expérience des enfants. Parce qu'à l'école, tu es D'ailleurs un peu individuel. Mmh. d'ailleurs, il faut en tenir compte un peu quand on joue avec des enfants, hein, donc avec les adultes, voilà, on a nos années d'expérience, on sait à peu près, comment aller au combat contre l'adversaire, hein. On met ceux qui ont des armes de contact, évidemment, au front, on met les archers derrière, on met les magiciens de côté, puis on se coordonne, et puis voilà. Mais avec des enfants, évidemment, ils ont pas cette expérience, ils sont plutôt individualistes, ils vont pas former un groupe comme ça de facto. Donc, c'est aussi quelque chose à gérer quand on met en face d'eux des monstres. Il faut d'un côté ne pas mettre des monstres forts parce qu'ils sont justement pas organisés comme nous on va s'organiser. Et, et de l'autre côté, si on met trop peu de monstres, on risque de frustrer l'un ou l'autre qui avait quand même envie de justement en osciller un ou deux. Alors vite, on en rajoute un peu de côté, mais effectivement, tout ce travail en groupe, cette coordination, ça, ils ont pas. Ouais. Ah, ce qui est rigolo, c'est que là, actuellement, je suis dans les critères d'un autre jeu où on joue des chats et qui sont très faibles. Et ce que tu dis, en fait, à la base, c'est le cas. Mais si tu le mets dans une situation où ils sont très faibles contre des monstres plus forts et qu'ils comprennent bien ou que tu leur expliques bien que c'est en trouvant une idée ensemble qu'ils vont pouvoir défaire l'adversaire, et ben ça marche. Moi, j'ai Non, des mais là, bons tu les as souvenirs de poussés, parties hein. avec des enfants où il y avait vraiment un enchaînement d'actions. Il y avait un plan avant à monter, comment le chat allait foncer dans les pattes de l'adversaire pour le faire déséquilibrer, pendant qu'un autre sautait sur l'interrupteur pour éteindre la lumière à ce moment-là, etc. Et donc, c'était Là, très agréable parce qu'on les voyait construire un plan ensemble. Là, tu les as poussés à construire un plan. Oui, Donc, oui, oui. Le voilà. game design était fait pour. Voilà, le Voilà, game donc, mais design ils était vont pas fait. le faire. Ils vont pas le faire. Naturellement, ils le feront pas. Voilà, c'est Ouais, celui qui a la hache la plus haute qui part et qui a l'ego, un bon ego qui part au premier. Voilà. Sur les 10 minutes qui nous restent, est-ce que vous avez une anecdote où les enfants vous ont surpris et ont fait des choses, on va dire, que des adultes auraient manqué d'imagination? Parce qu'en général, en vieillissant, on commence à se brider. Donc est-ce que vous auriez une jolie anecdote ou curieuse avec un moment avec des enfants que, voilà, vous n'auriez pas vécu dans un autre cadre? Alors moi, ce qui m'a étonné, alors je reviens sur le jeu Caravane que j'ai écrit où on joue des enfants 11-12 ans, qui est plutôt ciblé pour jouer pour des adultes. Je l'ai testé avec des enfants 11-12 ans en enlevant tout le côté un peu dur de l'univers, des choses comme ça, mais pour voir si des enfants de 11-12 ans pouvaient résoudre l'enquête ou vraiment l'intrigue. Et à partir de 10 ans, ils ont des réflexions très poussées en fait sur les intrigues. Ils comprennent bien les enjeux, ils comprennent bien comment ils doivent se positionner par rapport à l'univers. J'étais très étonné, voilà, très très rapidement, une fois qu'ils ont compris la mécanique du jeu de rôle, il faut vraiment comprendre la mécanique du jeu de rôle, et ils font des choses que les adultes font pareil, hein, avec moins de patience, c'est tout. Voilà, ils n'attendent pas 2 heures derrière une porte, ils l'ouvrent et ils y vont. Les méchants, on va vite les arrêter. Alors moi, j'ai un scénario que je fais jouer assez souvent. Et la scène de fin, voilà, il y a le grand méchant. Bon, c'est un magicien qui est dans son laboratoire, dans une grotte. C'est assez facile, hein, parce que bah, voilà, c'est adapté justement à des jeunes joueurs. Et puis, il arrive parfois que
bah voilà, et c'est surtout quand il y a beaucoup d'enfants, 5, 6 enfants, et ben, il y en a un qui va négocier pendant qu'un attaque, pendant qu'un fait surveille. Voilà, c'est complètement désordonné et ils font des choses contradictoires comme essayer de négocier et attaquer en même temps. Donc ça c'est une façon. Et puis il y a une équipe qui m'a totalement surpris parce que et justement, ils ont décidé de régler cette dernière scène de la façon suivante. Il y a une joueuse qui avait en fait trouvé un filtre d'amour, et puis l'a donné au grand méchant, et puis à un autre PJ, puis ils ont réglé l'affaire comme ça. J'ai trouvé très, 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 très mignon et très, très en dehors des sentiers battus, quoi. Ouais. Moi, j'avais un garçon que je faisais jouer beaucoup à une époque, très, très dans la destruction de tout le monde. Hein, voilà, et il incarnait presque un dieu du feu qui tuait tout le monde. Il adorait ça. Il voulait tuer tous les PNJ qui traînaient. Et il y a un moment où je n'avais pas pu faire la partie et que du coup, je leur dis, bah, écoutez, voilà, vous connaissez les règles. Toi qui a le plus envie de jouer, bah, vas-y, sois le MJ pendant une petite heure, là, le temps que je fasse autre chose. Il a tué tous ses joueurs. Il les a éclatés. Mais il a trouvé les moyens les plus. Il faisait ce qu'il pouvait d'autre, mais ils étaient dégoûtés. Et j'ai fini par arriver et ressusciter tout le monde comme si j'étais le dieu de la résurrection. J'ai fait, OK, maintenant on rejoue, mais tu te calmes un petit peu. Et c'était très, très, très drôle parce qu'il a vraiment ressorti ses habitudes de joueur dans son mojotage. Et c'était un massacre. Voilà. Je vais finir par une dernière question, puisqu'on va bientôt rendre l'antenne. Est-ce que vous avez démarré le jeu de rôle en étant enfant? Et du coup, est-ce que l'un de vous, Romain déjà secoue la tête, non? Non, j'ai San, commencé. Xavier? Désolé. Aucun de vous n'a joué étant enfant? Ok. Non, non, non. Ah oui. Alors moi, ça me fait bizarre parce que depuis que je vous écoute, enfin, c'est marrant parce qu'il y a toujours un détachement, c'est-à-dire je vous écoute, je réfléchis, je me dis oui, s'il y avait des enfants à la table, et puis brusquement je me dis, mais j'ai commencé le jeu de rôle, j'avais 10 ans en fait. Donc j'étais l'enfant dont on parle depuis tout à l'heure. Et effectivement, j'essaie de me remémorer, mais bon, ça commence à dater. Quelles étaient mes appétences à ce moment-là, quelles étaient mes attentes et tout. C'est marrant. Donc effectivement, aucun de vous n'a été dans la peau de l'enfant qui joue. Ok. Bon, Malheureusement, c'est non. J'ai commencé vers 16 ans, ouais. alors non. J'étais- Ouais, c'est presque un peu dommage, parce que ça aurait été intéressant aussi de se dire qu'est-ce que nous, on attendait. Bon, moi, évidemment, à 10 ans, je fouillais tous les donjons soigneusement, je fouillais tous les coffres soigneusement hein, pour ramasser tous les Le livres de la butin, le butin. bibliothèque et tout. Eh ben voilà, ça fait 1h22 qu'on parle, c'est pas mal. Est-ce que vous souhaitez dire un petit mot pour la fin ou on a dit quand même beaucoup de choses déjà? Alors, on n'a pas parlé, mais un tout petit peu, Romain. Mais des fois, sur le nombre d'enfants jeunes, bah, il y en a un qui a une appétence pour devenir MJ. Hein. Ça se voit très rapidement, il l'exprime. Et de la même manière qu'on peut jouer avec des enfants jeunes, et ben, moi, ma fille, ma dernière, elle a commencé à masteriser vers 8 ans, 9 ans, hein, 9 ans, à la hauteur de son âge. Hein. Mais des fois, sur le nombre, il y en a un qui va faire l'héritage hein, à la fin, qui va transmettre aussi tout ça. Et ça, c'est assez agréable lorsqu'il y en a un qui sort du groupe et qui dit « Ah, moi aussi, je vais être MJ ». Ça, c'est super. Ça arrive malheureusement trop, trop peu souvent, je trouve. À un âge 8 ans, ouais, c'est jeune. Il faut aussi qu'elle ait l'autorité d'être MJ. Je pense que Oui, c'est aussi lié à son caractère. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y a oui. le statut. Elle l'a fait sur nous au début. Donc C'était il y nous, avait ses des joueurs. adultes bienveillants. Voilà, bienveillant. Ah, Pas son frère. Pas son frère. Après, Mais, il y a l'écran de jeu qui donne aussi le statut, oui. qu'on soit autoritaire ou pas. Il y a le statut de l'écran qui fait que ça fait une barrière aussi pour un jeune MJ. Oui. Puis Notamment ça les s'apprend. enfants. Hein, Ça s'apprend, maintenant, elle a 12 ans maintenant. Elle a eu 13 ans, mais elle a commencé à masteriser en convention à l'âge de 11 ans, Waouh, avec trop des cool. adultes en face. Voilà. Avec des Trop déboires, cool. avec des trucs comme ça. Et là, on est dans des univers. Elle faisait des univers qu'elle avait joués. Donc, avec des zombies, des dragons, des monstres, de la mafia. Trop cool. Il y a un «ouais» dans le chat, mais que je partage. C'est vrai que 11 ans face à des adultes inconscients, c'est, enfin, c'est du challenge, quoi. Oui. Mmh.
Il y a un deuxième moi qui apparaît. Ouais. Non, mais c'est impressionnant. Dans les petites anecdotes comme ça me fait penser, j'avais en même temps que le jeu de rôle, j'avais découvert les livres dont vous êtes le héros et quand j'avais 10 ans à la cantine, j'avais essayé de faire un livre dont vous êtes le héros sur, les gamins qui jouaient avec moi, donc au début, je ne savais pas trop comment m'y prendre, donc je leur avais fait tout un système de bon, on était à l'époque, hein, voilà, de porte, trésor et tout. Mais bon, c'était pas évident, hein, enfin, quand on est petit, de tenir l'attention des autres, Mmh. donc oui, ouah, quand même pour ta fille. Je pense que ce sera le moment, tu sais, le truc, qui aura scotché tout le monde. On va rendre l'antenne. Le sujet est intéressant de toute façon. On peut toujours discuter sur le Discord, de la FFJDR ou le forum, hein. Il n'y a pas de raison de s'arrêter, ici sur, tous ces échanges. Le Roll-Even continue. Tout à l'heure, il y a une table ronde à midi, donc la prochaine à midi et bien sûr, si vous souhaitez faire un don dans le cadre du Roll-Even aux associations qu'on soutient, surtout n'hésitez pas. Merci beaucoup à vous 3 maîtres de jeu qui avaient beaucoup de choses à nous dire et voilà, on va rendre l'antenne. Je ne sais pas comment ça se passe. Il y a Lionel normalement en coulisses qui va gérer ça. Donc merci à tous. Au Merci à revoir. toi, merci à tout le Merci à monde. toi. Merci à toi.